Eh ben, merci d'être là malgré la route. Je vous avoue qu'on a eu très peur. Mais bon, on s'est bien organisé, on a mis des bons chauffeurs, on a covoituré, et puis voilà, on est là et c'est super. Donc, Célestin Doméus, on a le plaisir d'accueillir. Alors, peut-être les petites fugues présentes ici voudraient faire une introduction. Petite fugue. Donc l'agence Livre et Lecture Bourgogne-Franche-Comté, donc nous on est chargé de représenter les professionnels de la lecture et du sens, on aide aussi les professionnels de la lecture, donc que ce soit les bibliothèques, les libraires, les auteurs, les manifestations littéraires et puis tout le monde. Et dans ce cadre-là, dans une de nos missions, on organise le festival Les Petites Fugues, qui est un festival littéraire itinérant dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc on a 15 auteurs cette année, qui parcourt toute la région et qui propose plusieurs rencontres dans différents lieux. Et donc c'est des lieux divers et variés, ça peut être une librairie, ça peut être au sein d'une association, ça peut être au sein des prisons et au sein des hôpitaux psychiatriques aussi, dans les écoles et les lycées. Hier, Célestin, tu étais à l'hôpital psychiatrique. Ouais, et à l'INSPE aussi. Avant-hier et aujourd'hui, c'était au lycée de Montréal. Donc une rencontre avec Célestin. Et la Maison de la Poésie était donc partenaire pour préparer l'atelier d'écriture qui a permis d'ouvrir en fait la rencontre d'aujourd'hui. Célestin, tu es né à Bruxelles en 1991. Tu as commencé ta carrière littéraire sans formation académique. Enfin, à vrai dire, certainement une formation, mais pas très formelle, on va dire. Peut-être expérience pertinente de ta vie. Et tu as aussi beaucoup bricolé tes motos. Et tu as exercé une kyrielle de petits boulots. Tu as été vendeur dans un magasin de chaussures, vendangeur, serveur, commis de cuisine, ouvrier dans une usine de chocolat. Et de peinture époxy. Et de peinture époxy. Tu t'es allumé les poumons? Non, moi j'étais pas au pistolet. J'ai déglacé les pièces. Voilà. Et au milieu de tout ça, tu as constitué ta propre bibliothèque. Alors il y avait quoi dans ta bibliothèque? C'est une toile d'araignée, une bibliothèque, donc ça fonctionne par... C'est des réseaux qui se font, il y a un auteur qui parle d'un autre auteur qui nous intéresse. Enfin, du coup, on va voir ce que donne l'autre auteur, ça nous plaît pas. Cet auteur-là va sans doute parler d'un autre auteur. En faisant une recherche sur Internet, on va avoir d'autres auteurs associés à la chose. Et donc, mes premiers livres, je me les suis constitués comme ça. Et puis en allant fouiller dans les bouquineries. Parfois en me trompant, parfois... Enfin, du coup, c'est juste une affaire de curiosité. J'ai ramené des piles comme ça de 20 livres, et puis je faisais le truc dedans. Et voilà, une bibliothèque, c'est un réseau, mais qui commence par, bon, en l'occurrence, elle a dû commencer par Dostoïevski, je pense. Et en fait, on pourrait même dire que mon premier livre, c'était pas un livre, enfin là où ça a commencé, c'est peut-être avec Vysotsky, donc le chanteur russe à texte, mort. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, par les Russes, et puis voilà, c'est sans fin. Voilà. Pour peu qu'on soit curieux. Alors, c'est en Belgique, ton pays, où tu publies ton premier recueil de poésie. Donc, je pense que c'est les nouvelles. Ouais. Voilà. Et nouvelles pour nous. On a reçu plusieurs auteurs belges qui ont fait leur premier pas chez Maestro. Vincent Tholomé, peut-être vous vous souvenez de Vincent Tholomé. Mince, comment elle s'appelle? J'aurais dû sortir le livre. Laurence Viel, appelée Laurence Viel aussi. Voilà. Et donc, tu as alors 23 ans quand tu publies 22, pardon, ce premier livre. Et tu écris dans ce livre: nous venions d'emménager. Peut-être les murs ne sont-ils pas faits pour les hommes.
peut-être que si un homme commence à mettre paille sous un nid, un jour, il y mettra flamme, comme par exprès. Alors, Ça remonte. Hein. ça remonte. Est-ce que déjà, dans ces premières phrases, il n'y a pas les signes de ce qui va advenir après dans les livres qui vont suivre, dans Cavalrus en particulier, et plus tard dans Mythologie du 12, à savoir l'expression de cette part intime de ta vie qui croise la fiction et se rapproche en cela du roman et tout particulièrement de Claude Simon. Une sorte d'hybridité, d'ambivalence propre à l'autofiction. Je ne considère pas du tout que je fasse de l'autofiction. D'accord. Alors tout pourrait être de l'autofiction. Hein, enfin, la fiction pure et dure, ça n'existe pas vraiment. C'est toujours inspiré plus ou moins d'une partie de la vie de l'auteur ou des personnages autour desquels l'auteur a gravité ou qui ont gravité autour de l'auteur, etc., etc. Et donc on pourrait voir ça, on pourrait dire ou définir l'autofiction, ça veut tout et rien dire, mais tout pourrait être de l'autofiction. Ce que je fais en roman, c'est de la fiction. Voilà, je préfère définir ça comme ça. Il y a quand même une part de toi et une part de fiction. Comme dans tous les textes, évidemment. Oui, peut-être. Là, Mythologie du 12, voilà, c'est... D'accord. Alors, on va tout de suite passer par une lecture. C'est un vieux vendredi d'avril. C'est le 24. J'avais 3 cartes, depuis des mois épinglées sur le mur, le plus étroit de mon appartement. La première est immense, un continent à part entière, et la seconde, c'est les confins en cyrillique au détriment de la dernière carte IGN de la mémoire et du petit pays de la naissance, dont je n'ai jamais voulu rien savoir, mais qu'il m'est impossible de déserter. Je ne suis pourtant né nulle part, au nord, et même pas tant. D'un très vieux continent, une bande de terre à la genèse de son relief, un territoire à peine constitué de pauvres contours, des infinis, flamands dans une pensée étroite, et des vallées wallonnes sans altitude. J'avais 3 cartes et je vivais, dans cette ville aveugle et acculée, de construction et de frontières comme plus-value sociologique. J'avais 3 cartes et je n'ai jamais su, si c'est pour te quitter ou pour me perdre, qu'en ce vieux vendredi d'avril je suis parti. Je crève d'une peur panique pendant 3 jours, et je m'empresse, dès les premiers indices, de l'aube de reprendre la marche, puisque c'est à l'arrêt que les murmures menacent le plus, et qu'un coin d'ombre prend aussitôt la forme des pires fantasmes, puisque c'est à l'arrêt que les consonnes du vent font mal, c'est à l'arrêt encore que les moustiques chétanent, et que la moindre chose dotée de souffle semble s'en prendre au cervical, c'est à l'arrêt enfin, putain, c'est à l'arrêt que je répugne à me laisser crever, puisque c'est à l'arrêt que j'ai toujours vécu. Voilà. Et c'est là que je trouve qu'il y a une similitude, une suite peut-être ou inconsciente, je ne sais rien, mais avec ces 2 premières phrases des nouvelles. Oui, c'est possible, effectivement. Il y a des obsessions qui restent, manifestement. Ça me paraît cohérent. Enfin, quand on creuse, de toute façon, tous les auteurs, on va retrouver des signes annonciateurs ou des détails, des pensées, des obsessions en fait, qui vont habiter une personne. Et pas que les auteurs, en fait, on a tous nos obsessions, nos peurs, nos joies, nos intimités, en fait, qui sont plus ou moins durables dans le temps et qui vont nous animer plus ou moins fortement selon les époques. Mais là, en l'occurrence, ouais, le voyage et c'est ce besoin plus de foutre le camp de manière régulière, effectivement, est une récurrence. Il y a ce sentiment d'enfermement qu'on avait dans Nouvelles, Ouais. et qui là, avec Cavalrus, va tout d'un coup s'ouvrir, peut-être grâce aussi à la forme d'écriture de Cavalrus. Ouais. Et puis, parce que à mesure des années, je trouve peut-être un peu plus de liberté ou plus de... Il y a le travail qui est passé par là aussi, donc on trouve peut-être plus de liberté et d'envergure à force d'écrire. Et donc peut-être que dans les nouvelles, il y avait effectivement
ce germe-là qui s'est épanoui dans pratiquement 10 ans plus tard, avec Cavalrus. Entre les deux, il y a Cadastre, Ouais. avec lequel tu as eu le prix de la vocation chez Chêne. Alors, j'ai trouvé quelque chose d'assez rigolo, je dirais, sur le site de Chêne Éditeur, sur la manière dont Chêne Éditeur appelle les auteurs à postuler en quelque sorte pour avoir le prix. Okay. Voilà. Alors, je vous le lis parce que ça donne une idée de ce à quoi l'auteur aussi peut être confronté. Donc, créé en 1984, le prix de la vocation est destiné à encourager et faire connaître un jeune poète de talent. Depuis 2002, Chêne édite le lauréat du prix de poésie de la vocation. Condition, être un poète d'expression française, âgé de 18 à 30 ans, joindre une copie de la carte d'identité. Seuls les manuscrits sont acceptés, 50 poèmes minimum. Les candidatures sont reçues entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année. Tirage 500 à 1900 exemplaires. Jaquette gaufrée, Lana Bleu-Roi. Ok, je sais pas si c'était pareil. Sans doute, hein. Ça n'a pas dû changer des masses. Moi, je me rappelle l'avoir envoyé le dernier jour, je crois, c'était jusqu'à minuit. En me disant, parce qu'il y a une petite enveloppe avec, un petit chèque qui va avec. Et je crois que j'avais plus beaucoup d'argent. Je me dis, ce serait pas mal comme ça. Il y avait 50 poèmes. Ouais, mais j'étais en train de terminer un truc, justement, il y en avait plus. Non, Moi, j'en avais une Ah ouais. soixantaine, c'est ça, ou même un peu plus, je sais plus. Mais j'étais tombé dessus en me disant, ah tiens, 4000 balles, c'est pas mal. Voilà. Bah, c'était bizarre parce que en avril 2018 ou en mai 2018, il y avait Écart-Type qui sortait aux éditions Tétravire, donc qui est mon premier recueil de poésie, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais il sortait à ce moment-là, mais il y a toujours un décalage avec l'édition. Il avait déjà 2 ans le manuscrit, mais il faut toujours 1 an et demi, 2 ans pour qu'un manuscrit devienne un livre, quoi. Donc quand un livre sort, il est déjà mort quelque part. Il est loin derrière, on n'est plus au même endroit, et c'est toujours un peu bizarre d'en reparler parce que c'est comme si on devait ramener des vieux fantômes. Mais là, ouais, il y avait Écart-Type qui sortait, et puis du coup la promesse pour 6 mois plus tard de Cadastre. Et je sais pas ce que ça a changé, ça m'a permis d'aller vivre à Naples pendant 2 mois, ça c'était bien. Et puis effectivement, je crois que ça met une sorte de confiance, parce que c'est une forme de soutien aussi, quelque part. Et donc, je sais plus ce que je faisais à cette époque-là. Si, je vendais des billets de théâtre, et le contrat pouvait se renouveler en juin, et du coup j'ai pas renouvelé, quoi. Mais c'est ce genre de truc, en me disant, maintenant c'est bon, j'ai 4000 balles, je peux vivre 2 ans. Enfin, c'est ce que je me dis à chaque fois, j'ai l'impression de le roi du pétrole avec des petites sommes comme ça, en me disant que je peux vivre 2 ans avec. Mais voilà, en fait ça m'a permis de faire ce que j'avais envie de faire. Aussi parce que j'arrivais au bout d'un cycle, avec Écart-Type et Cadastre, il y a un lien entre les deux. Et du coup, à nouveau, c'est comme avec... quand j'arrive au bout de quelque chose, j'ai l'impression quand je continue à écrire, j'ai l'impression de faire ce que je sais faire, et alors je m'emmerde, et alors j'arrête. Et je pense qu'avec Écart-Type et Cadastre, j'étais arrivé au bout d'un... Les poèmes ont plus ou moins la même forme, il y a plus ou moins le même ton. Alors il y a 2 ans, il y a 2 voire 3 ans entre les deux, donc c'est pas exactement la même maturité, on va dire. Mais après Cadastre, c'était plus difficile, il m'a fallu un temps pour me remettre à écrire. Est-ce que tu nous en lirais Ouais, si tu veux. Au pif, comme ça? Oui, au pif, comme ça. La partie centrale du recueil, donc contrairement à Cavalrus, là c'est plusieurs courts poèmes. Et la partie centrale est une forme de journal avec les poèmes sont datés et courent du 30 octobre au 13 ou 14 novembre. Je peux vous en lire quelques-uns de cette partie-là. « 2 novembre. Le cuivre a pris d'assaut les arbres, la terre l'empreinte de la semelle, et même l'écho des pépiments de merle. Jusqu'à présent, briser une vitre est la meilleure analogie de la mémoire. Le jour des morts est déjà loin derrière, et chaque espace enfin entre 2 prises de pouls sur le poignet est un vertige,
un coup de sang qui nous permet encore de spéculer. « 3 novembre encore. Je suis resté des heures à décompter les ombres, à parier sur les premiers immeubles éteints. Là-bas, un couple danse ou se cogne dessus. Là-bas, la pièce est bleue match de foot. Mais tout cela aura bientôt fini par lâcher prise. Le vent dans l'arbre s'est arrêté, et seul un merle s'épileptise, comme s'il avait perdu aussi la trajectoire du nid. Ouais. 7 novembre. Au fond, la ville avec enfoui en dessous une autre ville faite de tunnels et de tuméfaction, de temps transis par l'addiction à la valeur travail. Sous chaque architecture nouvelle se cache un condensé d'ulcères. Et quand nos cœurs cesseront de battre, par fatigue, donc par résignation aux faits, les seuls détours seront et le poème, et toute idée grotesque qui affirme qu'il y ait pu ici y avoir un lac, au fond duquel nos gestes abandonnés nous sont encore intrinsèquement liés. Et un dernier, 10 novembre. Les frondaisons en bout de course alignent les ombres au mur. Au loin, les mômes au parc périclitent à s'adonner ainsi aux lois de la pesanteur, et puis les femmes poussent des jurons en étendant le dernier linge à la fenêtre. Les tenanciers essières fixent l'horloge en essayant de se poser le moins de questions possibles, et l'on ne sait si l'étincelle donnera lieu à la lumière ou si plutôt elle est prélude à l'incendie. Alors pourquoi le titre de Cadastre? Parce que je voulais l'appeler État des lieux, mais c'était déjà pris, et après je me suis rendu compte que Cadastre était pris aussi par Aimé Césaire, et c'était trop tard. Voilà. D'accord. Et oui, mais alors ça dit pas pourquoi. Mais parce que c'était une forme de ce recueil, c'était une forme d'état des lieux, d'un moment dans ma vie. Voilà, je le voyais comme une espèce de... Tu le relis pas aux cartographies tu as lu tout un peu, parce que moi ça m'a évoqué ça, Ouais. un écho, les 3 cartes là, où c'est Cavalrus après, Ouais. je dis ça fait un peu écho à cet état des lieux géographiques ou Ouais, géographie intérieure et oui, imaginaire. et intime et commune, en fait, Ouais. il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et plus global, commun, quoi. La manière dont moi je voyais le monde à ce moment-là, et voilà, je faisais un état des lieux avec moi-même et avec les gens, les choses qui m'entouraient. En 2021, tu reçois une mention spéciale du prix Apollinaire et aussi en Belgique le prix triennal de poésie avec cet ouvrage, ce qui n'est pas rien. Et voilà. Et donc, avec Cavalrus, comme tu le disais tout à l'heure, on entre dans une forme complètement différente d'écriture où on a vraiment l'impression, tu pars, mais c'est l'écriture qui t'embarque. C'est pas le voyage, c'est pas le récit. C'est le voyage, mais c'est pas le récit, c'est l'écriture. Tu peux développer un peu ça? Bah, effectivement, c'est 2 cycles différents. C'est Cadastre et Gartif, c'est un cycle. Cavalrus et Mythologie du Douce, c'est un autre cycle. J'avais l'impression d'avoir atteint une espèce de forme ou d'avoir, après Cadastre, de ne faire plus que me répéter. Et puis est arrivé, il y a eu Atlantique entre les deux, entre Cadastre et Cavalrus, il y a eu Atlantique, Qui est là. qui est un poème d'un seul tenant, plus ou moins long, qui fait une 15aine de pages, qui peut être vu que moi je vois un peu comme le brouillon d'Atlantique quelque part. Le problème c'est qu'il est sorti après, mais en fait il date d'avant et du coup c'est un peu... Lequel c'est qui est le brouillon? Le Atlantique. Qui est le brouillon de Caval? Ouais. D'accord. Enfin qui est le... je sais pas ce qui m'a... ouais, qui est pas le brouillon parce que j'y tiens quand même, on va dire, à ce poème, mais je le vois pas non plus comme un brouillon, mais c'est ce qui va annoncer Cavalrus. Et oui, je crois j'avais envie de
de faire quelque chose, de développer quelque chose avec un peu plus de souffle et un peu plus d'envergure. Les poèmes courts qu'on peut trouver dans les quartiques ou dans Cadastre, c'était une manière pour moi aussi de savoir ce que l'écriture voulait dire quelque part, donc, ou ce que les choses que j'avais en face de moi voulaient dire. Et donc je faisais des poèmes beaucoup plus courts, beaucoup plus denses, beaucoup plus resserrés, en essayant parce que j'essayais de cerner ce que j'avais en face de moi, ce qui m'entourait, et la manière la plus concise possible. J'essayais d'aller de faire une économie des mots, enfin avec une économie des mots, de comprendre, je sais pas, le monde qui m'entourait. Je crois que c'est vraiment ça le fait. Et avec Cavalrus, je crois que peut-être que j'ai pris un peu confiance, où j'ai commencé à comprendre un peu ce que l'écriture voulait dire, ou ce que le langage voulait dire, et j'ai voulu développer quelque chose d'un peu plus long et d'un peu plus... qui sortait justement de cette étude. C'est presque des poèmes d'études, des recueils d'études, Écart-type et Cadastre. Là, il y a quelque chose de plus... où je cherche où je m'amuse aussi un peu plus, où je me laisse plus embarquer par l'écriture. Et voilà. Et alors, ce voyage, L'idée était très simple, un aller simple jusqu'à Vladivostok et revenir jusqu'à Ostende. Sans prendre l'avion. Donc train, bus, stop. et tu l'as fait en combien de temps? Le visa, de toute façon, ne permet pas de rester plus de 3 mois sur le sol russe. Donc Vladivostok, Saint-Pétersbourg, c'est faisable en 2 semaines. Hein, mais comme c'est faisable en 6 mois, là, il y a une limite de temps administrative. Mais à partir de Saint-Pétersbourg, il reste encore 3000 km jusqu'à Ostende. Donc ça ne veut pas dire que le voyage s'arrête là. Et tu as pris des notes pendant ce voyage, et c'est au retour que tu as écrit. Ouais. En fait, au départ, je crois que j'imaginais une forme plus comme Cadastre, qui est plus lors du journal ou de l'esquisse ou du croquis, un peu comme ça l'était dans les 2 précédents. Et en fait, je sais pas, je crois que c'est avec les quelques premiers vers qui sont venus comme ça, et cette espèce j'ai tiré le fil et toute la bobine est venue avec. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais c'était Voilà. une bobine qui était déjà bien... Une pelote qui était déjà bien prête. Ouais, c'est Par ça. tout ce qui s'était passé avant dans l'écriture. Ouais. Et puis par une série, qui était prête, que le travail avait préparé aussi, que l'écriture quotidienne et obsessionnelle a rendu possible. C'est pas juste de l'inspiration comme ça, en regardant par la fenêtre, en se disant tiens je vais tirer sur ce verre-là et puis toute la bobine arrive. Et c'est pour ça que je parle de l'Atlantique un peu comme un brouillon. C'est pas un brouillon, mais c'est le poème préparatoire en fait. C'est plutôt ça. Et il a un an de moins. Donc voilà, c'est force de chercher, d'essayer de trouver une forme, une envergure peut-être. Et ben à un moment, voilà, quelque chose d'autre arrive et la boule et la pelote est effectivement plus conséquente. Alors, quand on lit Cavalrus, on ne peut pas s'empêcher de penser au Transsibérien de Blaise Cendrars. Et toi, comment tu le situes par rapport à ça? Déjà, c'est dans l'autre sens. Il n'est pas question de Transsibérien. Si j'observe des gens monter dans le Transsibérien, mais moi je ne le prends pas. Et Blaise Cendrars, c'est un poète que j'ai découvert assez tard. Je crois que je devais avoir 24 ans quand je l'ai découvert. Évidemment, c'est un immense poème et je l'ai relu déjà au moins une dizaine de fois. Mais l'idée n'était pas du tout, avec Cavalrus, d'aller dans les pas de Blaise Cendrars. Je crois que c'est même plutôt des Brodsky, Dostoïevski, Klebnikov, Mayakovsky, Akhmatova, ces auteurs-là qui ont amené Cavalrus plus que Blaise Cendrars. Mais évidemment que c'est un poème que je trouve extraordinaire et que j'ai déjà lu plein de fois. Mais il n'y a pas de lien. Alors je fais référence, forcément, je ne pouvais pas faire autrement que ne pas faire référence à la prose du Transsibérien dans Cavalrus, mais je le cite à une petite reprise, ou je ne sais plus, peut-être 2, mais je crois que c'est même plutôt une. Mais ouais, évidemment, c'est un poème magnifique, et puis cette édition, elle est superbe aussi. Mais voilà, il n'y a pas de filiation directe, je manque pas dans une filiation directe, en tout cas c'était pas l'idée, et d'ailleurs je le ressens pas comme ça, avec la prose du Transsibérien de Cendrars. On peut en lire un petit bout, pardon? De la prose? Oui. Bah oui, bien sûr. À moi?
Non, tu veux pas? Si, pourquoi pas. En ces temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1001, des 1003 clochers et des 7 gares. Et je n'avais pas assez des 7 gares et des 1003 tours. Car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. C'est trop beau ce début. J'aime beaucoup la passe d'après. Tu vois juste ça là. Pourtant j'étais fort mauvais poète, je ne savais pas aller jusqu'au bout. J'avais faim, et tous les jours, et toutes les femmes dans les cafés et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser, et toutes les vitrines et toutes les rues, et toutes les maisons et toutes les vies, et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés, j'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive, et j'aurais voulu broyer tous les os. Merci beaucoup. Et pour rentrer dans Cavalrus, mais en même temps passer à Mythologie du 12, parce que comme on a vu, hein, tout ça s'enchevêtre, on pourrait lire maintenant un passage de Cavalrus. Voilà, c'est la page 20. Crois-moi, c'est à moi seul que je fais référence quand je parle de peur, à moi et notre génération à qui le manque et la candeur ont constamment manqué. Crois-moi, quand on ne peut plus distinguer, ce cerf-frein sur le cœur et la salive, du désir dans la bouche il est grand temps, mais tant de quoi dis-tu au juste? Je n'en sais rien, mais je suis en partie, et donc en tout cette génération immense, peinture d'Hopper sous extasie. Alors, est-ce que ce petit passage, après, moi j'ai lu Mythologie du 12, avant Cavalrus. D'accord. Et quand j'ai lu Cavalrus, avec ce passage, je trouve qu'il est très éclairant sur ces deux jeunes-là, Théo et Max. Et je trouve que c'est 3 phrases qui résument quand même, ou qui annoncent, ou magnifiques, je trouve d'ailleurs, pour introduire ces 2 personnages de Théo et Max de Mythologie du 12. Alors je ne sais pas si toi tu as fait le... c'est pas ce qu'on disait tout à l'heure, comment tu as fait cette passerelle qui pour nous paraît aussi... Il n'y a pas de passerelle, mais c'est flippant en fait tout ça, parce que vous pointez des trucs et force m'est de reconnaître que oui, il y a des passerelles et que je suis obligé de les voir alors qu'elles ne sont pas spécialement pensées. Et c'est comme une mise à nu et j'ai l'impression que c'est un peu glaçant tout ça, oui, Théo et Max, effectivement, c'est un peu une peinture d'Hopper sous extasie, ouais, sauf qu'ils boivent de la bière et ils fument des joints, mais ouais, j'avais pas remarqué. Oui, c'est l'histoire d'une soirée qui n'en finit pas, d'un snack sur le bord de la route, d'un trip dans la nature et d'une petite cabane au bord de l'eau. C'est l'histoire d'un médecin à la dérive, de 2 jeunes qui traînent, de la haine et de l'ennui, de ce qu'on ne regrette que parce que cela nous échappe, du besoin de possession et du constat amer que rien ne se contrôle, de l'ivresse et de la violence. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie d'aller vers la fiction? Les premières choses que j'écrivais, du coup, on l'a vu, c'était des nouvelles. Sauf que j'étais fort mauvais poète, comme dirait Blaise Cendrars. Voilà, tu vois. Ouais, mais c'est parce qu'il me les servi là. J'avais envie d'écrire, j'avais quelque part bien conscience que je ne savais pas écrire. Et c'est en tombant sur un recueil, L'âge de craie, de André-Pierre de Mondiargues, qu'il préface
lui-même, et dans lequel il dit que pour apprendre à écrire, il faut écrire de la poésie. Et c'est avec cette phrase-là que je me suis dit, ok, je vais écrire de la poésie pour apprendre à écrire. Parce que, du coup, c'était bien clair que c'était pas l'école ni toute forme d'enseignement qui allait m'apprendre à écrire. Mais il fallait quand même que j'apprenne d'une manière ou d'une autre. Donc c'est en lisant de la poésie et en lisant énormément et en écrivant énormément que voilà, je me suis formé un peu moi-même, quoi. Avec aussi la revue On peut se permettre que j'ai dirigée de 2015 à 2020 à Bruxelles. Mais ça c'est plus lié à la littérature contemporaine. C'est une manière de découvrir ce qui se faisait aussi en littérature contemporaine. On y reviendra peut-être. Mais du coup, à ce moment-là, je suis passé de l'écriture de fiction, j'écrivais plutôt des nouvelles dans mon coin, à la poésie. Et après Cavalrus, où j'avais à nouveau l'impression de faire des recettes et de ne plus me surprendre moi dans l'écriture, et ben, je suis revenu à la fiction. Et voilà, après, je suis revenu à la fiction et à Mythologie du 12. Pas tout de suite, parce qu'il y en a d'autres entre les deux, mais entre Cavalrus et Mythologie du 12 qui n'ont pas été édités, heureusement. Mais en tout cas, ces deux-là sont dans une espèce de suite, une même recherche, en fait. Une même recherche musicale, de l'ordre de l'essoufflement, peut-être. C'est ce que je recherchais. Et du coup, c'est pour ça que c'est difficile de dire poésie d'un côté, fiction de l'autre. Pour moi, il n'est pas question... c'est une suite logique, c'est un format tout. Il n'est pas question de poésie d'un côté et de fiction de l'autre. Il est question d'écriture d'abord. Et c'est ça qui prime. Et donc, dans cette recherche, en tout cas, de musicalité et d'essoufflement, ces deux-là, je les mets côte à côte. Bien sûr, Voilà. absolument. Et on voit bien le fil entre les deux. Ouais. Ça n'a absolument rien à voir, c'est pas du tout, mais vous avez entendu la quatrième couverture, c'est pas du tout la même chose, mais voilà, il y a quand même une gémelléité. Les personnages que tu mets en scène dans la fiction sont là pour porter une écriture. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un prétexte en fait. C'est un prétexte, oui. L'histoire, c'est un prétexte, elle pourrait tenir sur un post-it, le début, milieu, la fin. Mais après, ce serait beaucoup trop froid de raconter une histoire avec des post-it. Ça se fait pas, quoi. Et du coup, où est-ce qu'on met l'écriture ? Eh ben, l'écriture, elle est dans la courbe, elle est dans l'ellipse, elle est, en ce qui me concerne en tout cas, et elle est à la recherche, elle court derrière quelque chose de plus ou moins insaisissable, mais elle est là-dedans, elle est dans la chair en fait. Elle est dans la chair. Alors, est-ce que tu voudrais bien continuer à lire ? Ouais. Une Mythologie du 12. Mythologie du 12. C'est un passage qui nous a beaucoup, je sais pas, impressionné peut-être. C'est Théo dans ses pensées. C'est 67, hein, c'est ça ? Ouais. Du coup, pour rappeler la manière dont est construit le livre, il y a deux personnages principaux, en vrai trois, mais il y a Théo d'un côté, qui va être rejoint par son ami Max, donc il y a Théo et Max, on va dire, et le docteur Rambutz de l'autre. La première partie du livre, c'est une présentation de Théo et Max d'un côté, et puis du docteur Rambutz. Les protagonistes sont présentés, sont mis en scène, et les voix s'alternent. Donc c'est d'abord le tour de parole à Théo, et puis au docteur Rambutz, et puis on repasse à Théo, et puis docteur Rambutz. On va de l'un à l'autre, comme ça, par bloc, par paragraphe. Dans la deuxième partie, ces différentes voix vont s'entrecroiser sans séparation stricte. On rentre dans la toile d'araignée dans la deuxième partie, mais dans la première partie, c'est vraiment chacun son tour. Donc là, on est dans la tête et on est avec Théo. Pas que dans la tête, mais quoi que si. Là, bon, bref. On est avec Théo. Et voilà.
Théo regardait le parking s'assombrir de nuages, lourds, très blancs, et à la vue desquels il ressentit, comme ça, c'est-à-dire sans nul signe avant-coureur, une profonde et infinie tristesse s'abattre sur lui. Pourquoi ressentit-il une telle tristesse? Et plus encore, pourquoi la ressentit-il en cet instant? Théo aurait été incapable de le dire. D'ailleurs, il ne pensa même pas à formuler le pourquoi du comment, non. Il sentit juste s'abattre sur lui cette tristesse immense, et il s'imagina, ou plutôt vit clairement, dans les synapses chargées de THC de son esprit, un long fleuve noir, ou plutôt brun, ce genre de fleuve qui charrie tout sur son passage. Berges, arbres, bagnoles et vaches inclus. Un fleuve boueux et bubonique, sointant au centre d'une végétation immense et verte, pratiquement bleue, sous une chaleur épouvantable, dans un pays, s'il s'agissait bien d'un pays, qu'il n'avait jamais vu, atrocement chaud, comme devait l'être l'enfer, pensa Théo. Un fleuve dont il ne comprit pas l'apparition, car de toute évidence, il n'avait jamais vu, ni en vrai, ni en photo, ni même en film, un tel fleuve, ou plutôt une telle image de fleuve, car il, le fleuve, se matérialisait de plus en plus dans son esprit et dans son corps, au point qu'il, Théo, frissonna et comprit que l'image de ce fleuve-là, précisément, était en vérité l'image, ou plutôt la matérialisation mentale, concrète et même physique, de son sentiment de tristesse inouïe. Voilà, il en avait l'image, la sensation, mais pas la cause. Pourquoi Théo ressentait-il, voire voyait-il cela, ici, sur ce parking? Il n'en savait rien. Il était juste là, cloué au fond du siège, propulsé dans les limbes de la défonce et assailli d'images hallucinantes, aux côtés de son pote, toujours en train de rire, ne pouvant s'arrêter et ne s'étant vraisemblablement pas rendu compte que Théo, lui, s'était calmé depuis un bon moment, et qu'entre l'arrêt de son fou rire et cet instant précis, il avait ressenti cette sorte de masse inexorable lui tomber sur la gueule, en plein cœur, dans toute son âme. Puis cette tristesse énorme se métamorphosa en un sentiment particulier que Théo connaissait, comme tout le monde, évidemment, mais qu'il n'avait jamais senti à un tel degré, sous une pareille forme, car il était maintenant baigné ou envahi par une honte diffuse et néanmoins puissante, une honte dont il ne comprenait pas l'origine, pas plus d'ailleurs qu'il n'avait compris la source de cette immense tristesse qui s'était abattue sur lui quelques secondes plus tôt. Non. C'était comme si son sang s'était mis à bouillir, à fourmiller en certaines zones précises, le haut de sa poitrine, ses joues, ses tempes et même ses chevilles. Alors soudain, tout lui parut d'une lâcheté colossale, d'une hypocrisie crasse. Il lui sembla que le monde, dans son apparente complexité infinie, était en vérité d'une simplicité sans nom. Oui, le monde est fini, se dit Théo, qui sentit, ou crut soudain comprendre que par cette simple pensée, tout son système de valeurs, érigé, inculqué, petit à petit, depuis l'enfance, à travers ses parents, ses cours à l'école et la télé et Internet, tout ce système de valeurs, donc, venait de s'effondrer. L'empathie n'existait pas, la préoccupation de son prochain non plus, et encore moins le prétendu intérêt pour l'autre, pour le voisin, pour l'étranger, non. En vérité, tout le monde s'en bat royalement les couilles de tout le monde, pensa Théo. Les guerres n'avaient jamais pris fin. La faim et les épidémies et la cupidité et les sécheresses et la banquise qui font et toutes les exactions, plus encore que des choses impossibles à endiguer, étaient des choses, selon Théo, sinon organisées, du moins voulues, ou tolérées, voire peut-être même encouragées, à condition que les exactions, la guerre, la faim ou la sécheresse ou la fonte de la banquise ou une épidémie rapportent à son instigateur. Voilà ce que pensa Théo. Alors, ni la mythologie, ni a fortiori l'histoire ne lui semblèrent d'aucun secours, car ces choses-là lui parurent soudain banales, réelles, totalement vaines, sans intérêt, absurdes et dénuées de tout avenir, si paradoxal que cela puisse paraître concernant la mythologie ou bien l'histoire. Pourtant c'était ainsi, plus rien n'avait de sens ni d'avenir, et à vrai dire, malgré leur apparence inextricable, toutes les choses. L'histoire, le monde, l'école, les meufs, la guerre, Alice, la faim ou la famille ou les amis ou la mythologie, toutes ces choses-là étaient des îles, littéralement, des îles cernées par des eaux brunes et buboniques, infranchissables, mises en mouvement par rien sinon par la peur de disparaître, se dit Théo, complètement défoncé, calé au fond du siège de cette voiture remplie de vieilles canettes et de mégots et de paquets de chips et de McDo. C'était cela, la peur de disparaître, se répéta-t-il. Voilà le carburant de tout. Quant à l'empathie, même une once d'empathie, ce n'était qu'une façade. Le reste n'était que mort, mensonge et noir total. Et ce fut à cet instant-là, sans transition aucune, ni pour Max, qui se marrait toujours,
ni pour Théo, qui venait de traverser un nombre incalculable d'étapes de pensée qu'il prononça, de manière encore plus étrange que ce pourquoi ils avaient éclaté de rire, à savoir que les flics étaient passés à côté d'eux sans même les voir. Bref, Théo dit, étonné de lui-même, mais assez fort pour que Max la ferme, et dire que nous sommes libres. Texte d'une force incroyable pour dire, enfin bon, ce qu'un adolescent jeune peut se ressentir même physiquement actuellement, quoi. Cette virtuosité de la langue que tu as, là, je trouve que c'est toute une phrase sans point. Hein, on peut dire ça. Et c'est en même temps, c'est un regard sur la société, sur la jeunesse, sur la place des jeunes qui est stupéfiant, quoi. Enfin, Bah oui, mais après, est-ce que ça a vraiment changé Je pense qu'à 18 ans, c'est normal d'être complètement paumé. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont plus paumés qu'il y a 20 ans? Je sais pas. Il y a 20 ans, il y avait le 11 septembre, il y avait des attentats aussi, il y avait des guerres aussi. Bon, aujourd'hui, il y a quand même ce Covid qui a foutu un sacré coup, mais et que chaque été, la Terre vit en sursis un peu plus tôt. Et que l'accès à l'information est différent. Maintenant, il est immédiat, il est permanent. Donc, mais à 18 ans, c'est normal de ne pas savoir quoi faire de sa vie et de ne pas comprendre le monde qui nous entoure, je pense. Ouais. Mais là, ça va peut-être on nous le répète peut-être, enfin, je veux dire, la répétition est plus... Je trouve que ces pages elles donnent une force encore plus grande à ce trouble et à tout ce qu'on peut mettre derrière, là, ce malaise d'une jeunesse actuellement, quoi, quand même. Et finalement, peut-être que la langue poétique, c'est une façon aussi d'apporter d'autres possibles. Oui, bien sûr, parce que c'est une manière de transformer la réalité, l'écriture aussi, et donc sa vision du monde, et de ne pas subir un langage, en fait, c'est de prendre aussi possession prendre possession du langage et de ne pas le subir qu'en permanence. La poésie, ça permet ça, et peut-être que moi, ça m'a fait énormément de bien, et je suis bien content d'être tombé sur cette phrase de Mandillargue qui disait qu'il fallait écrire de la poésie pour apprendre à écrire, parce que c'est pas seulement pour apprendre à écrire qu'il faut écrire de la poésie, c'est pour apprendre à penser et à voir ce que le langage est, et ce que parler veut dire, et ce que lire veut dire, et ce que les mots veulent dire, en fait. Et la poésie, elle permet ça, et elle permet surtout de se réapproprier une réalité qui nous est quand même souvent imposée. De faire les grands récits, ils nous échappent, on n'en est jamais les instigateurs. Et la poésie, elle permet justement de s'émanciper et de prendre part de manière plus concrète à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose qu'on ne comprend pas. Et je pense que c'est ça le grand rôle, la grande force de la poésie. C'est une affaire d'émancipation et de... Moi, j'ai l'impression que, Célestin, que tu appartiens à une nouvelle génération d'écrivains qui sont justement entre la philosophie, la poésie, le roman, la fiction, mais dans le souci de renouveler la forme romanesque, certes, mais aussi de parler de la société. Mais d'en parler non plus sous une forme descriptive, on va dire, ou analyse analytique, mais vraiment en allant fouiller là-dedans par la langue. Moi, je suis pas un intellectuel, je suis pas un philosophe, je suis pas mais avec ce que j'ai en face de moi, bah oui, forcément, je l'inclus dans le récit intime, et uniquement intime, ça ne m'intéresse pas du tout. Le policier, je trouve ça fascinant, mais du coup, ouais, je sais pas, tous les livres disent quelque chose, mais je
trouvais que cette espèce de rapport au monde, pour moi, j'aime le trouver dans un roman apparemment anodin. Ça va fonctionner ensemble. L'étau va se resserrer. Et l'étau va se resserrer, mais ce qui est formidable, c'est que on démarre une phrase avec le médecin, et puis tout d'un coup, on se rend compte que ah ben tiens, maintenant c'est les deux jeunes qui sont là, quoi. Et comme si ces générations, finalement, elles ont encore quelque chose à se dire, ou elles n'ont plus rien à se dire? Bah là, elles n'ont pas grand-chose à se dire, mais en même temps, quand quelqu'un sort avec un flingue, on n'a pas grand-chose à lui dire, quoi. Mais il n'y a pas tout de suite le flingue. S'il était sorti sans son fusil de chasse, ils auraient peut-être pu parler. Oui, voilà. Mais c'est étonnant, par exemple, les élèves aujourd'hui, c'est ce que on leur avait proposé, ils avaient lu le livre jusqu'à 20 pages avant la fin. Et il y avait un exercice que Laura et Marion leur avaient proposé, c'était d'imaginer une autre fin possible, enfin une fin possible en fait. Ils n'avaient pas la fin telle qu'elle est dans le livre. Et tous proposaient quand même une forme de rencontre et une forme d'entente et une forme de discussion. Ça finissait même au vote carré de bulles en boîte de nuit, le docteur et les autres. Il y en a qui pensaient monter un business ensemble. Ils se revoyaient chaque année pour fêter leur amitié. Voilà. Donc, je pense qu'une possibilité ou une volonté d'entente peut se trouver. La preuve... Alors, moi, j'ajouterais aussi que ton écriture m'a fait penser à une autre auteure qui est publiée chez le même éditeur que toi, aux éditions du Sous-sol, c'est Laura Vasquez, qui vient d'avoir le prix Décembre, et qui, étonnamment ou pas, c'est peut-être pas un hasard, mais a démarré avec le prix de la vocation chez Chênes, et a eu, comme toi, le prix Vepler. Alors... donc le prix Vepler, c'était avec La Semaine perpétuelle. Et on peut lire dans une critique, dans les forces, l'histoire, donc son livre avec lequel elle vient avoir le prix Décembre s'appelle Les forces, vous en avez sûrement entendu parler. L'histoire repose sur un jeu qui observe le monde autour d'elle et se rend compte que dans l'ordre social, tout le monde ment. Et sur France Culture, à la remise du prix, Laura Vasquez ajoutait « Quand j'écris, je garde en tête, ou plutôt encore, la fonction primitive et le pouvoir d'action de l'écriture et de la poésie. Je n'écris pas un texte pour qu'il soit agréable, bien fait, ou qu'il donne du plaisir au lecteur. » Est-ce que pour toi, il y a une explication de la proximité de vos parcours? Je pense qu'elle utilise Je suis en train de terminer les forces, justement. Je crois qu'elle utilise aussi l'écriture pour comprendre quelque chose du monde qui l'entoure et dans lequel elle évolue, parce que c'est pas juste, on regarde pas un espèce de témoin lointain. Mais elle utilise l'écriture... on a peut-être le même usage de l'écriture. Exactement, c'est ça. Pour finir, j'aimerais aussi qu'on voit avec toi, on a beaucoup parlé du jeu même, et ce jeu, comment il passe au nous, et il me semble que c'est, peut-être, on a parlé tout à l'heure de la revue, donc tu vas peut-être nous redire deux mots, et puis il y a aussi cette maison d'édition qui est extraordinaire, voilà, qui s'appelle... Les éditions de l'Angle Mort. Voilà, les éditions de l'Angle Mort, et qui est en Bourgogne. Dans le Morvan, plus précisément, voilà. Et pourquoi pas Elle a démarré en Belgique. Tout à fait. Voilà. On s'est rencontrés, donc on est deux, il y a Vincent et moi. On s'est rencontrés à Bruxelles, et l'idée était de faire des livres. C'était une aberration économique, mais c'était de faire des livres nous-mêmes, qu'on aurait pu trouver en librairie, et non seulement les trouver en librairie, mais pouvoir se les acheter. Donc on les a fait nous-mêmes, en les vendant pas cher. Donc ça demandait il y avait beaucoup de travail et peu de rentrée d'argent, en gros. Mais l'idée c'était d'imprimer toutes les couvertures en typographie. Donc on avait un ami à l'époque à Liège qui avait un atelier de typographie chez qui on allait imprimer et on n'y connaissait rien, donc il nous a montré comment fonctionnaient les machines. Et en fait, c'est une classe pour des élèves que l'école a déserté, et donc lui donnait cours en même temps, et nous, dans la classe, on utilisait ces machines,
Et de temps en temps, il venait regarder, il fait ouais, non, là, il faut le régler de cette manière-là, etc., etc. Mais il donnait cours en même temps et nous, on imprimait à côté. Et on a fait les 5-6 premiers livres là. Et puis, on est tous les deux partis, Vincent et moi, de Bruxelles. Lui est allé s'installer dans le Morvan. Et un an plus tard, je crois que l'idée de constituer un atelier a commencé à germer. Et il a trouvé une presse sur internet, une machine riso, une cisaille, un massicot et une agrafeuse. Je crois qu'on n'avait pas l'encolleuse encore. Et donc voilà, on a décidé de constituer un atelier dans le Morvan. La raison pour laquelle c'est dans le Morvan, c'est qu'elle est simple. C'est qu'une presse de 700 kg est plus facilement installable dans la cave d'une maison bourguignonne qu'au deuxième étage d'un appartement bruxellois. Voilà. Et donc oui, on imprime des... là, on doit avoir 15 livres au catalogue, environ. Et on imprime les intérieurs en riso quand elles ne nous lâchent pas, en cours de route. Et toutes les couvertures, c'est systématiquement en typo, mais du coup, en fait, on commande des grandes rames de papier, on les découpe dans l'atelier, et à la fin, on sort un livre qu'on tire à 300 exemplaires. On fait uniquement, ou presque uniquement, que de la poésie contemporaine. On a 3 morts seulement, dont un pirate, donc en fait on a 2 morts et demi. Un pirate, c'est qu'on... C'est pas des morts. Les morts, Ouais. bah, Vladimir Holland et Park Barnitz. Des vrais morts. Ah oui, des vrais morts. Je croyais que c'était une expression Non, les autres c'est des poètes vivants. d'éditeur. Et le troisième mort, j'ai compris. ouais, c'est des auteurs morts. Le pirate, c'était... J'étais Le parti pirate, c'est sur Louis-Paul Beaune. des formes poétiques. Mais on n'a pas le droit de le vendre, du coup on le vend sous le manteau. Il est mort. Ah, c'est pour ça que c'est pirate. C'est pour ça que c'est pirate. Ouais. Non, l'auteur n'était pas pirate. Il était néerlandophone. C'est pas pareil. Et voilà, c'est de la poésie contemporaine. Et souvent on va chercher les auteurs dont on apprécie le travail et on leur demande un texte en manuscrit. Voilà. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, cette maison d'édition, par rapport à toute propre géographie intérieure, pourrait-on dire ça comme ça? C'est une affaire d'amitié quand même entre Vincent et moi. C'est une manière de continuer à faire vivre une amitié malgré les 600 km qui nous séparent. C'est-à-dire que quand on imprime un livre, moi je vais pendant une semaine là-bas pour le façonnage et l'assemblage. Et sinon, c'est l'idée initiale, c'est de faire des livres qu'on aimerait trouver en librairie. Et ça permet une certaine attention à ce qui peut se faire en poésie contemporaine. Et donc de garder intacte ou vivante une forme de curiosité par rapport à ce qui se fait. Et voilà, je crois que c'est surtout ça que ça permet, que cette chose que la littérature n'existe pas uniquement que par les livres. Bizarrement, parce que du coup, nous on en fait, et donc quelque part on l'enterre aussi, mais que ce soit vivant par la curiosité qu'on peut avoir à aller dénicher des auteurs à droite, à gauche. On a une auteure américaine, on a une auteure catalane, là on se penche sur une autrice italienne. Et donc voilà, c'est une manière d'être attentif. Et en général, c'est l'écriture qui accroche en premier, ou par rapport aux auteurs que vous choisissez? Il n'y a aucun texte qui se ressemble vraiment. Je crois que c'est on fonctionne par claque dans la gueule un peu. C'est genre si un texte nous met une claque dans la gueule, on va avoir envie d'en faire un livre. C'est des choses, c'est quand ça nous tient aux tripes, on y va. Parce qu'il faut vivre au moins 6 mois avec un texte qu'on publie. Et donc on a plutôt intérêt à aimer le texte et à vraiment l'aimer. Parce qu'entre les corrections, les nombreuses relectures, la mise en page et tout, le texte on va avoir à le lire sur 6 mois, une quinzaine, voire une vingtaine de fois. Donc si c'est
un truc qu'on considère qu'à moitié, ben, autant abandonner tout de suite parce qu'on va être dégoûté au moment où le livre sort, quoi. Donc voilà, on fonctionne vraiment avec des textes qui nous tiennent suffisamment aux tripes que pour avoir envie d'en faire un livre. Et tes projets d'écriture? Ils sont là. Ça va, il n'y a pas de panne? Est-ce que je peux faire? Bah, c'est toujours un mélange entre la panne et l'acharnement, de toute façon, l'écriture. Donc, Ouais. Voilà. Mais les choses avancent, ça continue. Il faut du temps. Il faut du temps. Autant. Les grandes fenêtres bleues renvoyaient les rayons obliques du soleil et l'asphalte du parking fondait, formant de petites flaques de goudron noir, nauséabondes, auréolées de halos jaunes, verts et violets, comme si l'été qui commençait à peine avait pris corps avec ses lourdes, inexorables odeurs d'asphalte gras et de friture, d'essence, de relents de parfums qu'ici et là traînaient les couples et les familles, assis aux tables du McDo, profitant de ce premier jour d'été, de l'approche des vacances, pour manger au grand air, sur le bord de la route qui d'un côté menait en ville et qui, de l'autre, traversait une étendue de champs sans fin au bout desquels, au loin, se trouvaient 2 ou 3 hameaux perdus, dans une campagne empoussiérée et asphyxiée qui commençait ou terminait sur ce parking délimité par un carrefour, un intersport, un bricot et un McDo, où zigzaguait paresseusement une bagnole de flic et où Théo, assis sur un muret, les pieds ballottant dans le vide, venant juste d'avaler une bière, un hamburger et un paquet de frites, observait les familles et les couples qui mangeaient, abattus de chaleur, de gras et de mélancolie, comme lessivés et heureux, ou plutôt insouciants, oui, exténués et insouciants, à regarder de longues minutes les mouches vrombir, les lampadaires encore éteints et les voitures passées, puis ceux-là se levaient, tâtaient leurs poches pour vérifier qu'ils ne laissaient rien derrière, qu'ils avaient bien clés, portefeuille et téléphone, puis balançaient le reste de leur plateau dans les poubelles gueules grandes ouvertes et pénétraient dans leur voiture, pour rentrer doucement chez eux, d'un rythme lent et désolé, ne dépassant pas la 2e ou la 3e vitesse, comme si les bagnoles elles-mêmes avaient mangé un hamburger, des frites ou des nuggets de trop, pensait Théo, assis sur ce muret, ayant légèrement trop mangé, assommé par ce premier jour d'été et le soleil du soir, attendant que quelque chose se passe, n'importe quoi, une interpellation, un accident, un quart de suédoise, un attentat. Mais il n'y avait rien, strictement rien en dehors des réverbérations de la lumière sur les grandes vitres bleues et sur la carrosserie des voitures à l'arrêt, en dehors de cette chaleur sans oxygène, de ce faux calme, de lui, assis sur ce muret, au bord de ce parking, comme si rien d'autre au monde n'existait, ne pouvait exister, ou comme si tout cela était précisément le monde dans son ensemble et sa complexité.